le 30 juin 1960, qu'est-ce qu'on retiendra? Le discours de Lumumba. Le discours volcanique, révolutionnaire de Lumumba. Mais personne n'a jamais parlé du discours de Kasavubu. Je trouve ça historiquement un peu injuste. Si vous faites un tour de table, chez des gens qui sont plus ou moins avisés, personne, presque personne n'a lu, ne se souvient du discours de Kasavubu. Je trouve ça injuste. Parce que, à distance maintenant, quand vous relisez le discours de Kasavubu, ce n'était pas un discours condescendant. Maintenant, évidemment, on compare avec Lumumba. Autant le discours de Lumumba était un discours révolutionnaire, renversant, volcanique, explosif, autant le discours de Kasavubu était un discours de circonstance. Mais, du point de vue culturel, on oublie de dire que c'est le seul discours où il y a eu allusion à la promotion culturelle, à la promotion des valeurs culturelles, à la promotion des expressions culturelles, la question des langues nationales. Mais aujourd'hui, plutôt que la congolisation de l'économie, il faut un nouvel ordre économique congolais. Parce qu'une nation organise sa civilisation par les ciments de l'ordre économique. Sans l'économie, les pays s'exposent à toutes les agressions, à toutes les invasions. Parce que vous n'avez pas des liens inextricables entre vous. Est-ce qu'ils étaient vraiment conscients des enjeux, hein? Ouais, hein? Comment se fait-il qu'un gars comme Lumumba, hein, eh bien, que sa mort, hein, qui a été décidée par les maîtres du monde qui ont eu peur de lui, hein, qui ont eu peur de sa vision, qui ont eu peur je dirais, de sa clairvoyance, hein, ils voyaient les choses autrement, n'est-ce pas, hein, eh bien, qui ont eu peur, hein, pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Bon, comment se fait-il que Lumumba ait été combattu par ces mêmes pères de l'indépendance? Ce que le Congolais doit savoir, c'est que l'arbre de la liberté se nourrit de temps en temps de la sève du sang humain. Nous voudrions savoir quelle lecture vous faites de ces 60 ans de l'accès à l'indépendance pour notre pays. S'il faut peindre un tableau du parcours de notre pays depuis son accession à l'indépendance, je parlerai d'un long et tortueux chemin. C'est un long et tortueux chemin. Fait des hauts et des bas, fait des moments où l'on a l'impression de prendre de l'allure et des moments où l'on a comme l'impression qu'on est en train de patauger. Donc c'est un tableau quelque peu mitigé. Il me revient à l'esprit un mot du poète congolais de l'autre rive, Chikaya Utamsi, qui était un grand ami de Patrice Lumumba, et qui disait « c'est une parenthèse de feu, de sang et de sueur ». Ça dit tout. Ça veut dire que globalement, nos 60 ans ont été une sorte de transition à l'infini. En 60, l'indépendance nous a été larguée, presque sans préparation. Et depuis lors, nous sommes des débrouillards. Voilà l'image que ça reste. Même si, soyons justes, même s'il y a eu des éclaircies, même s'il y a eu des moments de résilience, des moments de résistance, des moments d'existence passionnée, passionnante, oui.
Mais en gros, oui, c'est une longue transition qui continue. Mais espérons qu'on en sortira. C'est vraiment le vœu. En gros, voilà ce que ça me donne comme image des 60 ans de notre indépendance. Ma lecture, elle est simple et directe. C'est que c'est une indépendance formelle à laquelle nous avons accédé. Mais en réalité, nous n'avons jamais été indépendants. Et j'ai toujours observé cette dépendance de notre pays sur tous les plans. Sur le plan d'abord politique. Nous constatons depuis les temps que notre politique n'est pratiquement pas décidée ici. Nos dirigeants politiques nous sont imposés de l'extérieur. Donc nous sommes dépendants de ce que la communauté dite internationale veut, de ce que les néocolonialistes ou les colons néocolonialistes veulent, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, sur le plan politique, parfois on a l'impression qu'il est plus important de savoir ce que pense Washington, ce que pense Bruxelles, ce que pense Paris sur notre pays, que ce que pensent les Congolais sur leur propre pays. Oui. Et donc, il y a là un élément important qui montre que sur le plan politique, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. Sur le plan économique, nous sommes dépendants. Notre économie est extravertie. Et quand on regarde, ne fût-ce sur le plan monétaire, dans quel pays a-t-on vu que même pour des petites transactions commerciales à la cité, on utilise une monnaie étrangère, le dollar en l'occurrence. Et ici, c'est courant. Donc, notre monnaie n'a pas beaucoup de valeur, n'est-ce pas? On est plus dans le dollar. Et même quand on fait, regarde, on a entendu le procès, on a suivi le procès de 100 jours ici. Mais tout était exprimé en dollars, des millions de dollars. Des millions de dollars. On a parlé seulement des millions de dollars. Notre économie est extravertie dans ce sens que nous dépendons des marchés extérieurs, de ce que les puissances économiques, financières extérieures décident. Voilà, donc nous sommes économiquement dépendants. Nous sommes économiquement dépendants. Regardez la consommation des biens. Les gens préfèrent disons, les wax par exemple qui viennent de l'étranger que ce qui est fabriqué sur place. Et on le voit, les gens préfèrent consommer étranger que de consommer local. Tout ça, ce sont des éléments qui montrent que économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, eh bien, on réalise que après la table ronde politique à Bruxelles, n'est-ce pas, il y a eu une table ronde économique. Et les historiens nous apprennent que à la table ronde économique, nos dirigeants politiques de l'époque ou l'élite politique de l'époque qui avaient participé à la table ronde politique, eh bien, n'ont pas participé à la table ronde économique. Ils ont envoyé leur sous-fifre en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que tout se jouait là. Et ce que les Belges ont donné d'une main, ils l'ont reprise de l'autre, n'est-ce pas? Ils l'ont reprise. Et donc, sur le plan économique, eh bien, rien n'a en fait changé. Nous sommes restés dépendants. Sur le plan idéologique, parce que il y a les trois aspects là de la vie, le plan idéologique, mais nous fonctionnons avec des idéologies importées. Aujourd'hui, quand tu demandes aux partis politiques d'ici de se définir idéologiquement, ils vont te parler de l'économie sociale du marché, donc des sociodémocrates et tout, mais en réalité, c'est de copier-coller. C'est du copier-coller. J'ai lu pas mal de, comment on appelle ça, des projets de société
de nos partis politiques. J'ai essayé de comparer ce qui est dit chez différents partis politiques, mais je me suis rendu compte que tous ont fait du copier-coller sur le plan idéologique. Nous vivons selon l'idéologie, je dirais, capitaliste, libérale. Le capitalisme libéral, c'est l'idéologie dominante. Et c'est de cette idéologie que nous vivons. Et quand on regarde bien les choses qui se passent dans notre pays, eh bien, la vision qui commande nos actions, ben, c'est la vision qui a été déterminée en 1885 à la conférence de Berlin. Par qui? Ben, par les maîtres, ou ceux qui se considèrent, que nous appelons les maîtres du monde, qui se sont réunis pour décider sur le sort de l'Afrique et du Congo en particulier, n'est-ce pas? Bien. Donc, pour moi, personnellement, quand j'observe le parcours de notre pays, je réalise que l'indépendance qu'on nous aurait donnée en 1960, le 30 juin 1960, nous allons fêter 60 ans maintenant, eh bien, c'est une indépendance fictive, une indépendance formelle, une indépendance qui n'en est pas une. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours souverains. Regarde, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, ce sont les États-Unis qui doivent dire, qui doivent se prononcer. Ce sont eux qui doivent nous dire, voilà, c'est ceci qu'il faut faire, c'est cela qu'il faut faire. Ce sont eux qui ont les solutions à nos problèmes, alors qu'ils n'ont jamais donné des solutions à nos problèmes. Au contraire, ils nous ont créés et ils nous créent toujours des problèmes. Alors, c'est pour dire que au point de départ, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est que nous n'avons pas, disons, conquis cette indépendance, n'est-ce pas? Bien sûr, Lumumba, dans son discours le 30 juin, a exprimé que l'indépendance n'était pas un cadeau que la Belgique nous donnait, mais c'était le résultat de tout un combat, de toute une lutte. Mais est-ce que cette lutte s'est-elle poursuivie? Cette lutte a-t-elle continué après Lumumba? Non, j'ai l'impression que non. Ça s'est arrêté. On a tué Lumumba. Et puis, bon, on est revenu à la case départ, en quelque sorte. Oui. Et aujourd'hui, bon, il y a des gens qui se réclament de Lumumba, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la pensée de Lumumba? Est-ce qu'ils agissent selon la vision que Lumumba avait? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Alors, les bilans de 60 ans de notre indépendance, c'est devant nous, sous nos yeux, c'est notre quotidien. Il y a ce point apocalyptique qui se résume en un mot, un triste mot, l'échec, la faillite, dans tous les domaines. Mais pour comprendre cet échec, c'est cela qui est important. Il faut encore une fois revenir sur l'histoire. Comment avons-nous accédé à cette souveraineté nationale et internationale? Vous savez, assez souvent, on a un regard factuel sur les événements. Chaque événement a son soubassement. Chaque événement a son fondement. Chaque événement a son nom, son histoire. Vous savez, pour être indépendant, il faut avoir été colonisé. Et la colonisation, c'est un processus qui s'est enclenché avec la venue de Portugais ici, au XVe siècle. Il y a un événement qui a marqué cette invasion des Occidentaux, des conquistadors occidentaux dans notre pays. C'est les tout premiers baptêmes chrétiens, le 3 avril 1491. C'est le baptême de Manisoyo. Manisoyo, c'est les ducs de Soyo,
vers l'embouchure du fleuve Congo. Pour accéder au baptême chrétien, il fallait qu'il se dépossède par lui-même de toute l'histoire du royaume Congo, de toute la cosmogonie Congo, de toutes les valeurs et vertus de la culture Congo. Il y a eu une cérémonie avant son baptême. Il fallait sortir les masques, les reliques, tout ce qui représentait la culture Congo et les brûler. C'est au terme de ce dépossession totale de notre culture qu'il a accédé au baptême chrétien. Et aussitôt après, il y a eu la convocation de ce que j'appelle moi la toute première conférence sur le droit de l'homme. C'est la conférence de Valladolid, le 15 août 1555, où Charles Quint, empereur d'Occident, après avoir découvert les différentes races qui peuplaient la planète, devrait décider de la nature humaine des différentes races que les conquistadors avaient découvertes à travers le monde. Les Indiens, ils ont dit, ils sont à peu près hommes, donc ça va. Mais les Noirs n'étaient pas hommes. Les Noirs n'avaient pas d'âme. Pourtant, il y a quelques siècles, un siècle, le même Noir avait accédé au baptême chrétien. Et la décision est validée par les légats du pape, le cardinal Roncieri, qui valide l'idée de la marchandisation de l'homme noir. Il y a ensuite la plus grande date, c'est Berlin, 1885, où les conquérants occidentaux décident de dépecer l'Afrique et d'attribuer chaque contrée d'Afrique à un pays européen. On ne nous a pas demandé notre avis. Et nous sommes, nous, devenus des éléments de la propriété privée de Léopold II, roi des Belges. Nous étions des éléments. Il fallait bien nous insérer dans cette propriété de Léopold II, roi de Belge. Pour cela, la Belgique, disons la royauté belge, a décidé de nous immatriculer. Donc de décider au sein de ce qui était devenu l'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, qui était homme et qui l'était moins et qui ne l'était pas du tout. C'est cela l'immatriculation. Depuis le 4 mai, par décret du 4 mai 1895, le royaume Léopold II a décidé de donner un titre d'humain aux Congolais. Il fallait une procession, un processus pour accéder au titre d'évoluer. Évoluer, ça voulait dire tout celui qui a quitté sa culture, ses mœurs, ses traditions pour mettre un pied dans la culture occidentale. Il y avait même des contrôles. Des juges passaient à la maison pour vérifier que vous savez vous mettre à table. Vous savez tenir les couverts, ainsi de suite. Et je me rappelle d'un texte de Pierre Ryckmans, qui était le 7e gouverneur général du Congo, qui a dit de la manière la plus cynique que les titres d'évoluer étaient pour
faire devenir homme. Donc, par les titres d'évoluer, le Congolais devenait un homme civilisé. Et c'est écrit dans un recueil qu'il a publié en 1951. Et lorsque nous accédons à l'indépendance, nous sommes à peu près 14 à 15 millions de dames. Il y avait en tout et pour tout 10 000 évolués sur l'ensemble du pays. Alors, cette immatriculation a forgé une manière de nous percevoir nous-mêmes. Cette immatriculation a créé un apartheid intra-communautaire. Ceux qui étaient comme des blancs et ceux qui sont demeurés moins hommes. Donc il y avait à l'intérieur de l'humanité congolaise une humanité de bas de gamme et une humanité de haut de gamme qu'on appelait les évolués. Et j'aurais même souhaité, pour commémorer le 60e anniversaire de notre indépendance, qu'on débaptise cette fameuse place qu'on appelle la place des évolués. C'est une honte que nous-mêmes, Congolais, nous perpétuons ce vocable évolué. Et cela a créé une dissociation sociale à l'intérieur de la communauté nationale congolaise. Et les évolués formaient l'élite. Et cette élite est appelée à la table ronde, peu avant l'indépendance. Je ne vais pas parler de la table ronde politique, je vais parler de la table ronde économique, qui était la table ronde déterminante. Cette table ronde est convoquée entre le 26 avril et le 16 mai 1960. La délégation belge est constituée des ministres, une dizaine de ministres, 5 députés et 5 sénateurs, des gens d'expérience. En face des Belges, de la délégation belge, en face de ces gens chevronnés, les Congo alignaient des jeunes universitaires qui pour la plupart étaient encore à l'université. Brillants mais universitaires. C'est de Marcel Liaou, Évariste Loliki, Albert Ndele, c'est des jeunes. C'est eux qui négociaient la table ronde. La table ronde était fondamentale. Économique était fondamentale parce que c'est l'économie qui organise la vie de la société. Alors, il y a un événement qui va asseoir les troubles dissociatifs de l'identité congolaise dans les profondeurs de notre état psychique. C'est la charte fondamentale. Vous savez, une charte fondamentale, c'est le peuple tel qu'il se conçoit, tel qu'il se constitue, tel qu'il s'organise, tel qu'il se voit, tel qu'il se perçoit. C'est cela la Constitution. Donc un peuple tel qu'il veut mouvoir dans l'histoire, tel qu'il veut organiser sa civilisation. C'est cela la Constitution. Et notre toute première Constitution est élaborée par le Parlement belge, sans qu'un Congolais n'y participe. Notre pays a déjà eu à organiser quelques cycles électoraux. Quelle lecture en faites-vous? Pensez-vous que les élections soient essentielles et adaptées à notre contexte? Eh bien, ce que moi j'ai toujours dit, on pose mal le problème des élections. Pourquoi? Parce qu'on évite de se poser la question de savoir à quoi servent les élections dans notre pays. On évite de se poser cette question. On nous a fait croire que la démocratie est synonyme d'élection. Non. Les élections sont un élément dans
une organisation démocratique par rapport au choix des dirigeants. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous depuis 60 jusqu'à aujourd'hui? On a eu des parodies d'élections, des semblants d'élections. En réalité, le vrai problème de nos élections, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce sont des élections dont les résultats sont connus à l'avance. C'est-à-dire, celui qui sera proclamé vainqueur des élections, ben, il est connu à l'avance. On a vu en 1960, quand on a fait l'élection qui a porté Kasavubu au pouvoir, eh bien, les historiens le disent aujourd'hui. Les langues se délient. Les témoins de l'histoire de cette époque, ils le disent. Qu'en réalité, eh bien, celui qui aurait dû être président, premier président de notre pays, c'est celui qu'on a mis comme premier ministre. Vous voyez? Et pourquoi on a préféré Kasavubu à Lumumba? Mais parce que Kasavubu ne représentait pas un danger pour le pouvoir colonial qui voulait continuer et qui continue, n'est-ce pas, à nous régenter, nous diriger. Quelques cycles électoraux que moi je qualifie de façade. Il y a eu des élections. En 1960, élection au second degré au premier degré, puis au second degré pour l'élection du président Kasavubu. Il y a eu des élections à l'époque de Mobutu, bien que les gens critiquent, parce que les gens pensent que les élections, c'est seulement les élections de 2006, 2011 et 2018. Non, il y a eu des élections depuis 60. Mais moi, je dis que les élections sont nécessaires. Elles sont même fondamentales pour la désignation des délégués. Parce que le but, c'est de désigner des gens qui doivent nous représenter à plusieurs échelons. Ces élections sont fondamentales. Mais le problème demeure. Le problème, c'est que nous organisons quel type d'élection? Parce que pour que les élections soient jugées de crédibles, de libres, et des démocratiques, il y a un certain nombre de préalables, parmi lesquels le cadre organique. Quels sont les textes juridiques qui couvrent, qui protègent les élections? De deux, l'atmosphère dans laquelle se déroulent les élections, l'atmosphère. Est-ce que ça garantit la liberté des citoyens? De trois, je dirais, le timing. Nous parlons de cycle, mais il faut que les élections se déroulent dans un timing bien précis et avec les mêmes modes opératoires partout. Je vais donner, sans tomber dans les cas concrets, dans les cas de figure ou des cas de personnes, je vais vous donner quelques petites illustrations qui démontrent à suffisance qu'il n'y a pas élection chez nous. Il y a juste un petit truc que l'on organise pour un simulacre pour légitimer un pouvoir. Je vais illustrer par quelques cas. En 2006, il y a eu élection chez nous. Des voix se sont levées pour dire à l'autorité chargée de l'organisation des élections, à l'organe ou l'organisme chargé de l'organisation des élections, de donner le vrai résultat. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui réclament les vrais résultats. En 2011, il y a eu élection. Tout le monde est au courant comment les gens... Il y a eu un président qui avait prêté serment à l'imiter et qui réclamait les vrais résultats. En 2000, on devait avoir les élections. En 2016, on est allé jusqu'en 2018. Il y a eu élection. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui réclament, je ne sais pas si ça a cessé, mais qui réclament la vérité des urnes. C'était même devenu un concept qui circulait, la vérité des urnes. C'est pour dire qu'il y a eu
les conditionnements n'étaient pas si clairs pour favoriser des élections qu'on pourrait qualifier de crédibles. D'abord, les élections, c'est quoi? Les élections, c'est la sélection citoyenne des intelligences les plus entreprenantes de la nation. Je dis bien, sélection citoyenne des intelligences les plus entreprenantes de la nation. Ces intelligences doivent avoir des supports physiques pour maintenir les contacts et permettre les choix judicieux. On a connu 3 cycles électoraux, comme vous dites. Mais je ne pense pas entre le peuple et les élus, il y a un contrat écrit qui soit un document d'orientation sur ce que les candidats vont construire une fois aux manettes du pouvoir. Nous devons être rigoureux envers nous-mêmes. Nous devons nous dire, et à charge de la jeunesse de les rappeler à l'élite politique, celui qui n'a pas écrit sa pensée politique, économique, culturelle, n'a pas droit de se présenter devant le Congolais pour solliciter son suffrage. On appelle ça l'imposture. Notre pays n'a pas droit de faire la propagande. Notre pays n'a plus de place pour les slogans. Notre pays est à la recherche de boussoles. Et les élections doivent être la confrontation de boussoles pour que le peuple choisisse la meilleure des boussoles. Et cette perspective nous interdit d'être des individus qui sollicitent le suffrage du peuple. Pour que chacun de nous représente un idéal qui crée l'espérance dans le peuple et qui montre la route du salut de la nation. Nous devons être rigoureux avec nous-mêmes. La politique, c'est les métiers que Dieu a laissés aux hommes pour continuer son travail. C'est les métiers les plus difficiles qui demandent une certaine connaissance, la connaissance la plus aiguë. Au-delà de la connaissance du cortex, l'intelligence, la politique requiert aussi la connaissance du cœur, la connaissance du bon sens. C'est les métiers les plus difficiles, interdits aux amateurs. Mais la politique passe pour le travail qu'on fait quand on a échoué partout ailleurs. La politique passe pour le travail le plus irresponsable possible. Alors qu'on va en politique pour gérer 80 millions d'âmes. On va en politique pour donner à ces 80 millions d'âmes une espérance. Au-delà de l'espérance, donner du pain, du travail. Et pas n'importe quel travail. Des travails qui donnent un salaire à contenu réel de pouvoir d'achat. Nous faisons la politique pour éradiquer la misère. Nous faisons la politique pour qu'il n'y ait plus de koulouna. Nous faisons la politique pour que le pays voisin ne s'installe pas dans notre pays comme sur un terrain abandonné. Nous faisons la politique pour vous rendre digne. Nous faisons la politique pour continuer une civilisation. C'est cela qui devrait être la raison d'être des élections dans notre pays. Ah, je ne sais pas.
moi je ne suis pas politique, mais je constate que le débat sur la démocratie, c'est ça. Les élections n'est qu'un aspect de la démocratie. Le débat sur la démocratie continue à alimenter les esprits, y compris des spécialistes. La question est celle-ci. Est-ce que la démocratie telle que nous l'avons adoptée correspond à nos attentes, à nos tendances, à notre philosophie de vie, à notre culture? Les autres disent non, ça ne correspond pas. D'autres disent non, il faut s'adapter. Il y a des pays qui se sont adaptés, il faut s'adapter. Parce qu'il est difficile de revenir à l'ancien temps que nous ne connaissons pas très bien d'ailleurs. Même s'il y a des études de plus en plus fouillées sur les périodes d'avant l'indépendance. Mais il ne faut pas faire du romantisme non plus. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2020. Je crois qu'il faut assumer, c'est ça aussi le génie. Il faut savoir assumer les héritages d'aujourd'hui pour être compétitif au niveau mondial. Et donc, le génie, c'est de pouvoir prendre en main ce qui nous est héritage, et de pouvoir réadapter cela à nos conditions actuelles. Comment voyez-vous les 60 prochaines années de notre pays? Eh bien, moi je vois les 60 prochaines années de notre pays, je les vois comme des années où nous allons bâtir un autre Congo. Nous allons bâtir un autre Congo. Et je crois qu'à partir de ce 30 juin, il nous faut prendre la résolution de nous engager tous à bâtir un autre Congo. Et cet autre Congo, je le définis, n'est-ce pas, comme une terre, d'abord une terre d'égalité. Une terre d'égalité. Je définis cet autre Congo comme une terre de participation. Je définis cet autre Congo comme une terre de liberté. Et je définis cet autre Congo comme une terre de justice. Voilà les 4 piliers, n'est-ce pas, sur lesquels je pense qu'on peut bâtir un autre Congo. Terre d'égalité, c'est-à-dire nous sommes tous égaux. Et dans cette égalité-là, nous respectons l'homme. L'homme est au centre de tout. Nous respectons l'homme. Le respect absolu de l'homme. Aujourd'hui, on a l'impression que l'homme n'est pas respecté dans notre pays. On respecte la voix de quelqu'un. On respecte son apparence extérieure. Mais est-ce qu'on respecte l'homme? Quand on voit ce qui se passe, dès que quelqu'un a un poste de responsabilité, il a une belle voiture, beaucoup de belles voitures, il a une belle villa, et tout, et on l'appelle mon préso, ici et là. On ne respecte pas l'homme qu'il est, mais on respecte son avoir. Oui, ou on convoite son avoir. Oui. Alors, une terre de participation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui agissent et de l'autre ceux qui attendent, des spectateurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous entendons souvent cela. Félix Assala, Félix Assala Moussala, Assala. Non, on ne doit pas avoir cette attitude-là de dire Félix Assala. Non. Il faut qu'on se dise, nous travaillons ensemble. Je travaille avec. Tu vois. On n'attend pas du président qu'il arrange le pays. On travaille avec lui. On lui donne des idées. On met la main dans la pâte. C'est ça que j'appelle la participation. Et les élections, je les inscris dans ce cadre-là. La participation directe ou la participation indirecte. C'est-à-dire, j'élis, je choisis mes représentants qui vont faire des choses telles que moi, je leur demande de faire. Tu vois? La participation de tous, et sans exclusive. Je vois ici, par exemple, cette histoire d'opposition-majorité. Alors, tu vois, les gens qui se disent de l'opposition, ils sont là en train de critiquer, de regarder au loin, et tout ça. Mais mettez la main dans la pâte. Mettez la main dans la pâte.
Dans notre pays, nous n'avons pas besoin d'opposition et de majorité. Nous avons besoin d'une cohésion interne, le peuple qui se met ensemble pour bâtir ensemble. On n'a pas besoin d'avoir des opposants et la majorité, et ils se regardent en chien de faïence, n'est-ce pas? Ils créent une coalition d'adversaires alliés au lieu d'avoir une coalition de vrais alliés. Et ça, c'est le mal congolais. Et c'est ce qui fait que si nous devons bâtir un autre Congo, il doit être une terre de participation. Et quand on dit participation, on suppose que chacun se sent responsable. C'est-à-dire, je réponds de ce qui va et de ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, il ne faut pas dire ce sont les Américains, ce sont les Blancs, ce sont les Rwandais, ce sont les Ougandais, ou ce sont les Chinois, ou les Libanais, et tout ça. Non. Si ça ne va pas, chaque Congolais doit pouvoir se dire c'est ma responsabilité, c'est moi qui prête main forte aux Libanais, c'est moi qui donne le pouvoir aux Libanais pour qu'ils fassent ce qu'ils font chez nous. Vous voyez Et donc, c'est ce pays, cette terre de participation, une terre de liberté, troisième caractéristique, une terre de liberté qui va de pair avec la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité qui libère. Tant que nous vivons dans le mensonge, eh bien, nous ne pourrons jamais construire un autre Congo. Je reviens sur ce que j'avais dit et qui est une idée empruntée d'un grand penseur, Mzee Laurent Désiré Kabila. Parlant du Congo, il nous disait, je cite, « Le Congo est un pays foncièrement riche, dans son sol et dans son sous-sol, qu'il suffirait d'administrer avec sagesse, quels que soient les modèles économiques choisis, pour assurer le bien-être de tous ses habitants. » Parce que ce qui est visé, c'est quoi? C'est le bien-être de tous ses habitants. Pas le bien-être seulement de ceux qui sont à Kinshasa, mais ceux qui sont à Kasumbalesa, ceux qui sont à Kabe et à Kamwanga, ceux qui sont à Boudjala, ceux qui sont à Libenge, ceux qui sont à Tchela, ceux qui sont à Ariwara. Ils sont tous concernés. Le Congo a toutes les potentialités. Un jour, je voyageais, j'ai quitté Kisangani pour Isiro. À mes côtés, il y avait un Ouest-Africain. Et nous voyions le beau paysage qu'il y a entre Kisangani et Isiro. Ce monsieur m'a regardé puis m'a dit quelque chose qui résonne dans ma tête. Il dit, si ailleurs la pauvreté est une fatalité, la vôtre est une honte. La pauvreté du Congo n'est pas une fatalité, elle est une honte. Les 145 territoires de la RDC sont tous riches. Il n'y a pas un seul territoire pauvre. Pas un seul. Que vous alliez à Dilolo, ou à Kapanga, ou à Lupatapata, ou à je ne sais quel territoire autre, à Mwenga, tous ces territoires sont riches. Mais il y a un problème. Le problème, c'est administrer le Congo avec sagesse. Administrer avec sagesse signifie quoi? Aujourd'hui, on se plaint, on dit non, le Belge, l'indépendance a été précipitée. Peu importe, il fallait assumer, parce que nous l'avions réclamé. Il fallait assumer. Le Belge avait tracé des routes pour relier les 145 territoires de la RDC. Ces routes existent sur carte, mais ces routes sont dans un état de délabrement extrêmement avancé. Suite à quoi? À une mauvaise politique partant de la capitale. La capitale qui veut tout centraliser. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation comme mode de gestion du pays. Mais de quelle décentralisation parlons-nous? Vous arrivez par exemple, je prends un exemple, au Lualaba, une des provinces les plus riches du Congo. Mais le Lualaba n'est pas la ville de Kolwezi. Le Lualaba, c'est aussi Lubudi. Le Lualaba, c'est aussi Muchacha. Le Lualaba, c'est aussi Kasaji, Dilolo, Kisenge. Le Lualaba, c'est aussi Sandoa.
Les Lualaba, c'est aussi Kapanga. Mais comment voulez-vous pour une route de 143 km quittant Sandoa pour arriver à Kassaji? Une route de 143 km et vous faites 7 heures du temps, 8 heures, dans l'une des provinces les plus riches de la RDC et les plus nantis, dans une des provinces où le Belge a laissé des infrastructures de départ, des démarrages amplement suffisantes pour le décollage. Administrer avec sagesse, c'est aussi cela. Administrer avec sagesse, c'est une bonne administration de la justice. Parce que l'un des grands penseurs de notre temps dit exactement ceci, je cite, « La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes des pensées. Vous ne pouvez en aucun cas imaginer un système de pensée qui ne soit pas vrai. Aussi, vous ne pouvez pas imaginer des institutions qui ne soient pas justes. » Ça, c'est John Rawls dans son ouvrage formidable que je vous recommande de lire, intitulé « Théorie de la justice ». Vous trouverez cette théorie-là. Et ces penseurs disent ceci. Aussi élégantes et économiques que soient des institutions et des lois, elles doivent être révisées ou abolies si elles ne sont pas justes. C'est aussi ça, administrer avec sagesse. Que ce soit la justice distributive ou la justice qui est rendue dans les cours et tribunaux. Il faut une bonne administration de la justice. C'est aussi l'administration avec sagesse. Administrer avec sagesse, c'est quoi? Sur le plan de l'éducation, mais donner une éducation de qualité à nos enfants qui puissent prendre la bonne relève demain. C'est aussi ça, administrer avec sagesse. Peu importe les modèles économiques choisis. Et la finalité sera le bien-être de tous les Congolais. Administrer avec sagesse, c'est quoi? C'est aussi sécuriser les 2 345 410 km² qui constituent notre patrimoine commun. C'est ça le patrimoine commun que nous avons. Que vous soyez Muluba, Mongala, Mukongo ou Mouswahili, nous avons en commun les 2 345 410 km². C'est ça le patrimoine commun. Et il faut administrer avec sagesse. C'est à cette seule condition que nous pouvons espérer léguer à notre progéniture, léguer à la jeunesse d'aujourd'hui, qui sera le Congo de demain, un Congo bien plus meilleur que le Congo que nous ont légué les Belges le 30 juin 1960. Si nous avons théorisé les nouveaux départs congolais, si nous avons donné quelques éléments pour construire le nouvel ordre économique congolais, c'est parce que l'homme est cette créature mystérieuse des dieux qui peut éteindre le monde à tout moment. Moi qui suis passionné d'histoire, je sais ce que les peuples ont traversé. Certains peuples ont traversé pour être là où ils sont. Nous avons des atouts pour entreprendre le chemin de la résilience de notre civilisation. Nous sommes comme le peuple japonais devant Nagasaki, après la bombe américaine. Nagasaki et Hiroshima. Vous avez une ville totalement détruite. Totalement détruite. Vous faites quoi? Vous croisez les bras? Ou vous décidez de vous mettre au travail? C'est devant le précipice que les peuples se régénèrent ou se désintègrent. Choisissons. Toujours l'exemplarité. Vous savez ce qui me manque en ce moment? Je ne parle pas de Covid-19, mais je parle d'une sorte de, comme dit Achille Mbembe, manufacture de l'oubli. Le devoir de mémoire. Maintenant, c'est le devoir de l'oubli. Je prends un exemple.
Il y a eu 4 millions de morts à l'est du pays. Il y a des traces, il y a des cérémonies. Y a-t-il un site? Y a-t-il un monument pour ceux qui sont morts? 4 millions. Des femmes enterrées vives. Des personnalités de la société civile massacrées, assassinées à tour de rôle. Des populations déplacées de force. Et ce n'est pas fini. Où sont les hauts lieux où nous devons célébrer ces héros et ces martyrs? Où sont ces événements, des rituels de poids où nous devons célébrer cela? D'autres, je ne cite pas, ont eu 800 000 morts, mais c'est le culte. C'est le culte des morts. C'est le culte des morts. Nous en avons eu 4 millions. Les chiffres ne comptent pas. Il y aurait eu un seul mort, on devrait le célébrer. Donc, si vous me posez la question, si je dois célébrer, je vais célébrer dans la nostalgie et dans la méditation. Parce que oui, 1960, moi j'avais 10 ans en 1960. J'avais 10 ans. Donc j'ai célébré ça. Parce que j'étais dans une famille de lumumbistes. Mes frères, mes grands frères étaient des grands lumumbistes. Et j'ai célébré avec eux. Nous avions chez nous les discours de Lumumba en vinyle. Des livres que les Blancs, Van Lierde, par exemple, avaient écrits sur Lumumba. Après sa mort, par exemple. Nous avions grandi un peu là-dedans. On ne dit pas suffisamment assez que, il faut faire une parenthèse, que contrairement à ce qu'on dit souvent des Quinois, beaucoup de Quinois se sont sacrifiés pour Lumumba. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau régime qui arrive dans le pays, on commence par recruter à Kinshasa. Il y a eu Lumumba en 1960, mais il y a eu le sévère avec Mobutu. Je parle de Lumumba spécialement parce que quand vous écoutez une chanson comme celle de Kabasele, qui célèbre les martyrs congolais, Emery Wamama, Elengesa, Ompolo, Muzungu, Onzuzi, Ofina, ce sont des Quinois qui sont morts en 60. Ils sont morts à la boucherie de Bakwanga. Les célèbre-t-on? Il y a deux manières de célébrer. Il y a une manière de célébrer en sautant de joie. Mais il y a une manière de célébrer aussi avec des larmes. C'est pourquoi je parle de nostalgie et de méditation. Mais il ne faut pas que la nostalgie et la méditation soient pathologiques. Il faut sortir de là, de cette torpeur morbide de la nostalgie et de la méditation pour la méditation. Pour réinventer la vie. Je n'ai plus 20 ans, mais il m'est autorisé de rêver encore. Et moi, je suis formateur. C'est mon rôle de transmettre mon engagement, de transmettre mon enthousiasme inaltéré, de transmettre une partie de ma révolte. Mais la révolte est toujours prophylactique. La révolte soigne. Mon rôle d'enseignant, de formateur universitaire, c'est de transmettre ma révolte créative auprès des jeunes. Révolte créative. Pas révolte pour casser, révolte créative. Quelqu'un a parlé d'une insurrection des consciences. C'est la même chose. C'est la même chose. Achille B me dit que nous sommes les seuls ayant droit de notre destin, hier comme aujourd'hui. Et nous devons nous battre, je reprends le mot, contre la manufacture de l'oubli. Ceux qui fabriquent l'oubli exprès
Et comme disait Kofi Annan, oublier l'histoire, c'est enterrer nos héros et nos martyrs 2 fois, si pas 3. Merci. Merci bien. Merci. C'est moi. C'est à moi de vous remercier.